Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre 2020. C'est samedi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Desejo bom fim de semana a todos os portugueses do mundo. Bien, aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. La première histoire va se dérouler à Sarami-sur-Creuse en 1973. Et à la fin de la vidéo, il y aura une autre histoire qui se déroule en 1985 à Port-de-Pile. Je vais commencer par Sarah Microcreuse parce que vous allez pouvoir comprendre pourquoi je démarre après cette vidéo. Mon histoire va redémarrer en 1985. La deuxième histoire, elle est pas drôle du tout, mais j'ai décidé de la raconter pour diverses raisons. Parce que cette histoire, elle va changer ma vie, va me permettre de sortir du cocon familial et va aussi, quelque part, me guider vers un avenir qui se trouve à Paris. Alors, ayez le courage d'écouter toute la vidéo, même si la deuxième histoire, elle est très triste et, et même moi-même, je vais avoir du mal à la raconter, mais il faut que ça soit fait pour que vous puissiez comprendre aussi, et j'espère que vous allez comprendre pourquoi je leur raconte cette histoire. Voilà. Donc, on se trouve en 1973 à Sarami-sur-Creuse. Je vous ai déjà parlé précédemment dans une de mes vidéos euh, et je vous ai donné quelques détails sous cette période où mon père travaillait à l'usine et que mon frère aîné sait travailler avec lui. Et je vous ai parlé également de ma période scolaire à Sarami-sur-Creuse, alors que j'habitais, non, période scolaire à Danger-Saint-Romain, pardon, et que j'habitais encore à Sarami-sur-Creuse. Bien. Bien, alors, après avoir retrouvé mon père, 3 ans après son départ, donc il va se passer beaucoup de choses, vous imaginez bien que je ne vais pas vous raconter tout de suite. Le fait est que ma mère se trouva encore enceinte. Logique, logique. Jusqu'à là, tout est logique. Donc, ce sera un garçon. Il va naître à Châtellerault, dans un hôpital. Et ce garçon, on va l'appeler Phil. Évidemment, c'était un grand événement, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles naissances, hein. Ça faisait au moins 4 ans, hein, puisque le dernier né, le pauvre garçon euh, que j'ai vu de moi-même, de mes yeux, est décédé une semaine après sa naissance. Il s'appelait Paul George. Là encore, je ne vais pas tout vous dévoiler de cette histoire parce qu'elle sera plus détaillée beaucoup plus tard dans une autre forme. Après l'accouchement, ma mère rentra avec mon nouveau petit frère, Phil. Évidemment, nous étions tous à la maison, mes frères, mes sœurs. Je ne vais pas vous dire le nombre exact puisque c'est un secret d'État pour l'instant. Et donc, évidemment, on est tous curieux et, euh, et pressés de voir notre petit frère. Évidemment,
Personne ne nous avait dit quoi que ce soit à son sujet. Il se trouve que quand je me baisse un peu pour voir ce- ce- mon petit frère dans son petit panier, oui, on peut appeler ça un panier ou un landau, ou, euh, enfin on verra comment on va l'appeler ce truc. J'ai j'ai vu tout de suite, et que je suppose que m- mes frères et sœurs et mon père l'ont vu également. En tout cas, ma mère, elle avait été mise au courant. Il se trouve que ce petit frère, Phil, il est trisomique 21. C'est un enfant comme un autre. C'est un enfant, c'est un bébé déjà, tout d'abord. Et ce bébé, on va tous le considérer comme normal. On va l'aimer, on va le protéger, on va même le protéger même plus que les autres. Ma mère aussi, elle sait, elle sait au fond de son cœur, au fond de son âme, que cet enfant, il faudra qu'elle le protège plus que les autres, plus que nous. Chose qu'elle a toujours su faire, ma maman. Elle a toujours su nous protéger, toujours, 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 toujours. Et là encore, elle va falloir qu'elle se batte encore de nouveau pour cet enfant qui, malheureusement ou heureusement, est venu au monde avec un handicap. Et pas n'importe lequel handicap. Mon père, lui, il s'est douté de rien. Il voyait rien. D'ailleurs, quelques années plus tard, on se demandait tous s'il voyait quelque chose. Pourquoi, du comment, je ne sais pas moi-même vous l'expliquer. Le fait est que mon père a toujours considéré cet enfant comme un enfant tout à fait normal. Vous allez me dire, évidemment, que c'était un enfant normal. Enfin, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et oui. Donc, ce petit frère Phil, il va naître comme tous les enfants, avec des jouets, avec des cadeaux, pour son anniversaire, pour ses fêtes, etc., etc. C'est un, c'est un petit garçon qui va falloir être plus attentif. Mais comme on est très nombreux à la maison et que ma maman, maintenant qu'elle est en France et qu'elle n'a plus le travail qu'elle avait avant, etc., et elle a une machine à laver pour le linge, etc., etc., les conditions de vie, ce ne sont pas les mêmes pour ma maman. Pas seulement pour ma maman, mais pour nous tous. Pour nous tous. Cette grande maison de Saint-Rémy-sous-Creuse, comme je vous l'ai déjà dit, va changer nos vies, malgré encore euh, mon angoisse et ma tristesse d'avoir quitté mon pays d'origine et d'avoir quitté mes amis. On va se retrouver en 1975 à Port-de-Pile. Alors on habite dans une tour d'HLM, et la seule d'ailleurs, qui existe à Port-de-Pile. D'ailleurs, si vous prenez le TGV pour aller sur Bordeaux ou le train rapide, si vous vous mettez sur le côté gauche, vous allez apercevoir juste après le pont euh, Port-de-Pile et son HLM. Non, ce n'est pas la chanson de Renaud. Dans mon HLM, tatati. Bon, non, c'est pas comme ça l'air, mais enfin. Ce matin, j'ai pas de voix. Cet HLM, c'est. Non, 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 non. Non, non, on n'a pas brûlé de voiture, on n'a pas cassé. Non, non, rien de tout ça. Non, non, non. Et pourtant, on était très nombreux à Port-de-Pile, hein. On était une famille.
Non, non, il n'y a pas eu de voiture non, non, de brûlé, non, non, du tout. Alors, on habitait au troisième étage, sans ascenseur, puisque le bâtiment faisait 4 étages en tout. Et fait toujours 4 étages, puisqu'il existe encore. À cet troisième étage, à cette période de l'histoire, on est seul. On est seul, il n'y a plus de voisins, ils sont tous partis. Ça commence à se vider parce que les appartements sont grands, les familles s'agrandissent, donc ils déménagent, ou le contraire d'ailleurs, ou le contraire. Arrivé au palier de l'escalier, euh, sur la gauche, et après sur la droite, il y a la porte d'entrée, une grosse porte en bois verni. Quand on rentre, il y a, euh, il y a une entrée carrée qui se trouve tout de suite, avec sur la gauche la porte qui va à la cuisine. Une petite cuisine pas très large, mais plutôt en profondeur. Assez de place pour mettre un grand congélateur. Ça, c'est très utile, un grand congélateur quand on a une grande famille. Il y a une petite table pour le petit déjeuner, mais, euh, mais évidemment, tous les repas se font au salon. On a une grande table avec 13 chaises, au moins 14, ça dépend les jours. Dans ce carré d'entrée, sur la droite, il y a un débarras. Un grand débarras, on peut mettre plein de choses. Et sur la gauche, il y a l'entrée du salon. Un salon très grand qui est coupé en deux. Coupé en deux par un joli rideau rouge. Et avec des rideaux aux fenêtres, rouges également, à peu près, rouge rosé. C'était très. D'ailleurs, quand les gens venaient nous visiter, ils trouvaient ces rideaux magnifiques. C'était le cachet de la maison. Un voisin nous avait choisi ces rideaux et mis ces rideaux en place. Et finalement, on s'y est fait. C'était notre déco portugaise, voilà, très colorée. Sur les murs, il y avait évidemment des photos de ma mère quand elle était très jeune, avant le mariage, magnifique, en noir et blanc. Il y avait aussi des photos de mon frère aîné au Portugal et de mon père aussi, évidemment. Et il y avait aussi un tableau représentant Jésus et ses apôtres. Puisqu'à l'époque, c'est pas à l'époque, c'est on était très croyants. Mon père était très croyant aussi, donc on avait des objets religieux au mur. Pas trop, mais un petit peu, pas trop. Euh, la deuxième partie du salon, c'était la chambre de mes parents. Voilà. Quand on va tout droit, après cette rentrée principale, il y a une autre porte qui va dans un grand couloir et que tout de suite après cette porte, il y a le lavabo et les toilettes. Sur la gauche, dans ce grand couloir, il y a un débarras pour mettre du linge avec un grand rideau. Encore plus pour la droite, il y a la salle de bain. À la fin du couloir, tout droit, il y a une petite chambre. Sur la gauche, il y a une grande chambre où on peut mettre 3 lits. Et sur la droite, encore un petit chouïa de couloir. Et au fond, une grande chambre avec 2 grands lits. Voilà, j'en dirai pas plus pour aujourd'hui au sujet de cet appartement qu'on appelait à l'époque un F5. On appelait ça un F5. Et c'était tout juste pour toute la famille, puisque on était quand même obligé de dormir par trois dans chaque lit. Bien. Alors là, on va passer à l'histoire moins drôle, cette histoire qu'il faut que je vous raconte parce qu'elle est nécessaire et utile pour la suite de mon écriture.
C'était un dimanche soir. Le film venait de se terminer sur TF1, qui à l'époque ça ne s'appelait pas encore TF1. Je me trouvais avec ma maman et mon petit frère Phil dans le salon, je parle. Dans le salon, on est bien d'accord, dans le salon. Mon père arriva vers 11h, 11h30 du soir. Et ce soir-là, il était un petit peu, on va dire, excité. Et apparemment, il avait bu un petit verre de trop. Mon petit frère, Phil, juste avant qu'il arrive, il va aux toilettes. Bien sûr, comme son habitude, il fait un petit peu pipi à côté de l'œil. Mon père, il rentre, il commence à râler, on voit bien qu'il n'est pas content. Il va aux toilettes. Il va aux toilettes et puis il voit que mon petit frère il vient juste de croiser mon petit frère en sortant et il voit que, voilà, il voit que c'est sale par terre, que c'est un peu sale, il commence à râler. Il commence à râler et plus qu'à râler même. Moi, je me trouve assis du côté des fenêtres, au milieu de la grande table du salon. Ma mère, elle est sur le côté, dans le fauteuil. À un moment donné, ça devient dramatique. Je sens que mon père ne va pas pouvoir se contrôler, encore une fois. Je me lève subitement et je vais trouver mon père qui est à côté des WC avec mon petit frère. Et bien sûr, ça va très très vite déraper parce que à ce moment-là, j'étais le seul, la personne la plus âgée de la maison et on avait une devise avec mes grands frères, c'est que à chaque fois qu'il y en avait un qui partait de la maison, l'autre il devait prendre soin de ses petits frères, de ses petites sœurs et de maman. Donc, je suis obligé de venir en main avec mon père parce que il veut faire du mal à mon frère, Phil. Et très vite, on se trouve dans le salon en train de se battre. Ma mère, elle est là, debout, elle ne sait pas quoi faire. Mon père perd le contrôle un petit peu parce il est sous et il est plus tout jeune comme quand il avait 30 ans. Moi, j'ai mes 25 ans et poussière, je suis en plein âge de force et pour la première fois dans ma vie, j'ose affronter la violence de mon père et j'ose l'affronter pour défendre ma mère et mon petit frère. À un moment donné, il crie: allez chercher le couteau dans la cuisine, allez chercher le couteau dans la cuisine. Il veut un couteau. Il veut un couteau pour me faire du mal. D'un seul coup, 5 minutes après, ou deux ou trois, je ne sais plus, il y a mon frère Mimile qui déboule dans le salon. Mon frère Mimile est déjà couché. De l'autre côté de la chambre, à droite, au fond du couloir. Il entend les bruits, les chaises qui basculent, tout ça. Mon père qui crie, allez chercher le couteau. Mon frère déboule dans le salon et essaye de nous séparer. Très très vite, je me calme et mon père aussi. Parce qu'il a compris qu'il n'a plus le contrôle de la situation. Et bien sûr, quelques instants après,
je prends mes clés de ma voiture, une Renault 5 grise, et je pars vers Descartes dormir chez mon frère M, qui est plus âgé de 2 ans plus que moi. Le lendemain, je retourne chez mes parents, puisque c'est là-bas que je vis. Mon père, il était déjà parti au travail, bien sûr. Je savais qu'il allait travailler. C'est bien pour ça que je me suis pointé, pour pas faire d'histoire. J'arrive, ma mère se trouve dans la cuisine debout. Je vois tout de suite qu'elle ne se sent pas bien et elle a envie de me parler. Elle me dit très vite, ton père veut te tuer, tu ne peux plus rester à la maison. Bien sûr, ma maman nous a toujours protégés, depuis tout petit. Depuis l'histoire de la première vidéo où je parle que j'avais à peine 2 ans et que je me trouvais dans un champ de pastèques. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ma mère m'a toujours protégé, et a toujours protégé mes sœurs et mes frères quand elle a pu. Combien de fois elle a caché des choses à mon père pour pas qu'on soit battu, humilié ou puni. Mais que les punitions de mon père elles étaient assez spéciales aussi. Ma mère, ce jour-là, elle était complètement désolée pour moi. Elle ne m'a pas dit grand-chose, mais dans sa voix et dans sa façon d'être, elle avait beaucoup de peine pour moi et je lui manquais déjà parce que évidemment je devais partir. Je devais partir et je pars. Je pars. Je pars. Je prends quelques affaires de linge. Je ne prends pas ma belle chaîne stéréo que j'ai dans la chambre. Je prends pas ma collection de disques de 33 tours et de 45 tours. C'est un de mes frères que plus tard va avoir l'honneur d'avoir cette chaîne magnifique. Et mon frère M aussi, qui va garder pendant des années, ma collection de 33 tours et 45 tours. Je vais à l'hôtel sur Châtellerault. Heureusement pour moi, depuis l'âge de 18 ans que je travaille, et vivant chez papa et maman, en donnant une petite pension, j'avais un peu d'argent sur mon compte. Je ne suis pas complètement démuni. Très vite, j'achète le journal de la République et je vois une annonce sur Doucet pour un appartement à louer. Ça marche, le contact passe bien avec la propriétaire et très vite, je me retrouve près de Doucet, à 2 kilomètres de Doucet, là où j'avais fait mes premières années d'ouvrier, peintre, décorateur, pas très loin de mon ancien patron. C'est rigolo, non? C'est véridique, c'est comme ça. Ouais. Bien sûr, cette histoire horrible qui qui me fait pas plaisir plus que vous, hein, mais c'est la réalité. Elle est là. Il faut qu'elle soit racontée parce que cette histoire avec mon père va chambouler complètement ma vision des choses. Et c'est cette histoire aussi qu'après, qu'en 1987, je décide de partir complètement du Poitou et je me retrouve à Paris, comme vous savez, au mois de janvier où il neigeait énormément. C'était ma destinée.
tout était marqué, tout était écrit depuis le début. Depuis ma naissance à aujourd'hui, il y a toujours une force que je ne connais pas, un ange qui est là pour me protéger. Et ça, c'est réel aussi. C'est réel aussi. Bon, je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. Mon père, évidemment, m'a jamais pardonné. Il voulait me tuer. Heureusement que je suis parti. Quelques années plus tard, pour les fêtes de famille, pour les mariages ou les baptêmes ou pour les fêtes de Noël, j'étais quand même là, avec ma famille, pour fêter tout ça. Mon père avait vieilli, il était affaibli par ses médicaments, mais de temps en temps, il avait ce regard de tueur. Il savait qu'il pouvait plus me faire du mal parce que j'étais devenu trop fort pour lui, mais il y avait toujours ce désir de vengeance dans ses yeux. Cette vengeance que je lisais dans ses yeux. Les histoires que mes frères et sœurs me racontaient à son sujet en parlant mal de moi. C'est mon père. Lui-même, d'ailleurs, il a été traumatisé dans son enfance. C'était, sa mère est décédée à sa naissance. Son père a pris une autre femme, une femme qui était très très méchante, très cruelle. Mon père a été maltraité, très maltraité. Mais pourquoi? Pourquoi il nous a fait ça? Pourquoi? Pourquoi il nous a fait ça à nous, alors que lui-même, il avait été un enfant martyr. Un enfant martyr. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Les psychologues peut-être sauront vous dire pourquoi, mais moi je ne suis pas psychologue. C'est un fait, ça existe, ça a existé, c'est mon histoire et j'ai le droit de la raconter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bom fim de semana, português do mundo. Portam-se bem, prenez soin de vous. Soyez forts, soyez forts, soyez forts.